Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis l'instauration de l'état des sièges. Où est-ce qu'on en est? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Serge Farini, qui est journaliste, acteur politique, directeur de cabinet adjoint, certainement du gouverneur Chirimwami. Bienvenue, M. Serge. Merci Jean-David. Vous portez bien? Très bien en forme. Très bien arrivé à Kinshasa. Très bien arrivé à Kinshasa et l'accueil au rythme de la capitale. C'est quoi? C'est pour des raisons professionnelles? Des raisons professionnelles toujours, oui. Voilà, effectivement. Exactement. Alors, M. Serge, depuis l'instauration de l'état des sièges, plusieurs personnes dénoncent les cas d'insécurité. Il dit, avant état des sièges, égale après état des sièges. Par contre, après état des sièges, c'est pire qu'avant. Bon, de prime abord, permettez à ce que je puisse compatir avec les milliers de nos frères congolais qui sont fauchés par la barbarie des terroristes qui sont les M23 et soutenus par le Rwanda ou sous couvert bien sûr, mais aussi l'ADF au niveau de la partie nord de la province du Nord Kivu. J'ai compati donc avec ces milliers de nos compatriotes qui sont en train de périr de suite de cette barbarie humaine. Deuxièmement, je souhaiterais remercier ou saluer cette mobilisation nationale autour des affres de la province du Nord Kivu et d'une manière générale des affres de la partie est de la République démocratique du Congo. On sent une appropriation populaire de la chose. Cela démontre cette volonté commune, ces blocs communs des Congolais autour de cette question. Et c'est la preuve même que ce pays restera indivisible, comme l'ont souhaité les grands messieurs de l'histoire politique de ce pays. Troisièmement, c'est de saluer aussi l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On sent que la question sécuritaire, en tout cas, il la prend à bras-le-corps et on peut ici l'affirmer par juridiquement, par exemple, la récente loi des programmations militaires et les effets irrélatifs, même si il faut encore redoubler des efforts à ce niveau-là, mais quand même il faut saluer les efforts qui sont menés pour la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, parce que vous avez parlé des regains de l'insécurité, je m'en vais parler par exemple du cas de la province, du cas de la ville de Goma. En ville de Goma, la question de la criminalité urbaine, lorsqu'il faut faire une comparaison, on peut dire que cette situation va maintenant décrescendo. Parce que sous la houlette du gouverneur militaire, son Excellence général-major Peter Chirimwami, bien sûr avec les comités provinciaux de sécurité, les maires de la ville, il a été mis sur pied une opération dénommée Safisha Muji Wagoma. Safisha Goma. Nettoyer Goma. Et nettoyer Goma, en français bien sûr, en swahili Safisha Muji. Et à ce jour, on est à près de 90 bandits à main armée et d'autres bandits qui sont arrêtés avec des effets militaires bien sûr. Et c'est pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés et les banditismes ou la criminalité urbaine baisse aujourd'hui en ville de Goma. Mais la province du Nord Kivu n'est pas que la ville de Goma. Il y a certainement la résurgence, comme on le sait, d'IM23 soutenu par le Rwanda. Il y a également la question de l'ADF dans la partie nord de la province.
Et je dois saluer les efforts qui sont fournis par nos forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui constituent notre dernier rempart. Et nous ne pouvons que continuer à encourager la collaboration civilo-militaire pour qu'on puisse arriver à endiguer les phénomènes et de la criminalité, mais aussi ces phénomènes des guerres récurrentes dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que nos forces armées, bien sûr, font du travail à ces niveaux, mais j'aimerais quand même insister sur le fait que ces conflits armés... Mais il y a toujours des tueries. Bien sûr, mais on ne peut arriver jamais dans une société où on peut être dans une criminalité zéro. C'est-à-dire que les tueries existent, oui, mais ça va décrescendo. Et je voulais quand même, Jean-David, saluer ici aussi la bravoure des jeunes patriotes. Les Wazalendo. Les communément appelés les Wazalendo, qui ont compris que la défense de la patrie est une question qui concerne tout le monde, tout Congolais. Et ces jeunes patriotes qui, bien sûr, défendent la patrie aux côtés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce, conformément à l'article 63 de notre Constitution, qui appelle bien sûr à la mobilisation générale dans pareil cas. C'est pour vous dire que toutes les batteries sont mises sur pied pour que finalement nous puissions bouter hors de nos frontières les terroristes du M23, mais aussi la question ADF. Mais pour y arriver, il faut être dans les contextes des conflits armés dans cette partie de la République démocratique du Congo, parce qu'on a tendance à faire un peu les méli-mélo en rapport avec la question. Est-ce que nous sommes dans une logique des conflits armés non internationaux? Sommes-nous dans une logique des conflits armés internationaux, ou nous sommes dans une logique des conflits armés non internationaux, mais internationalisés? Je pense que c'est en réussissant de faire la lecture de ces conflits armés dans notre partie de la République que nous saurons arriver à proposer la dose qu'il faut pour résorber. Aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont fournis, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats positifs? Très belle question. Parce que je parlais des conflits armés chez nous, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois que nous sommes dans un contexte d'un conflit armé non international, mais internationalisé. Le fait qu'il y ait des acteurs étrangers montre l'internationalisation de ces conflits armés. Et la solution demande, bien sûr, qu'à l'interne, il y ait cette mobilisation. Et je salue la mobilisation interne par rapport à la guerre dans l'Est de la République. Mais il faut un accompagnement aussi au niveau international. Il faut des vraies sanctions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'endroit du Rwanda, qui, bien sûr, alimente ces conflits armés dans cette partie de la République démocratique du Congo et qui voudrait créer une sorte de ventre mou dans cet espace de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut une réaction tous azimuts, que ce soit à l'interne, tout comme à l'international. Et c'est ici l'occasion d'en appeler à plus de mobilisation au niveau international sur la question de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qui, de la même manière qu'on prend au sérieux la situation en Ukraine, que ce soit de cette même manière que l'on puisse prendre au sérieux la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une guerre nationale, mais tendance à être internationalisée, et on n'arrive pas certainement
à faire entendre la voix de cette guerre, pour que cette communauté internationale, de la même manière dont elle s'est penchée sur l'Ukraine, qu'elle se penche aussi sur le Congo. C'est qu'il y a un problème de communication ou un problème de la diplomatie. C'est un problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. Hypocrisie. Moi, je alors maintenant, parler comment extirper cette communauté internationale de cette hypocrisie? C'est Exactement. que cette communauté veut voir clair si réellement c'est une guerre qu'elle doit certainement soutenir ou pas. Exactement. La communauté internationale, j'ai parlé d'hypocrisie de la communauté internationale. La communauté internationale doit cesser cette hypocrisie-là. Et ça passe aussi, bien sûr, par une forte diplomatie. Ça passe par des mouvements, des lobbies. La RDC a échoué des mouvements, des lobbies. Bon, moi, je ne préfère pas parler en termes d'échec. Je pense que c'est un processus. Et s'il faut que l'on puisse faire une comparaison, on peut dire quand même que les efforts diplomatiques sont croissants. S'il faut comparer à des époques immémoriales. C'est-à-dire qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis, mais la communauté internationale doit cesser son hypocrisie en rapport avec la guerre de l'Est. Vous savez bien avec moi que dans cette partie de la République se trouvent des minerais rares. Des minerais rares. Et aujourd'hui, vous connaissez, sur le plan, bien sûr, de la pression diplomatique, ce que fait la République démocratique du Congo, avec, bien sûr, l'implication des épaules dans tout ça. Et d'ailleurs, la RDC a même porté plainte contre EPOL. Oui, la RDC qui a porté plainte. C'est-à-dire que c'est des efforts comme ça qui doivent continuer à être impulsés sur le plan international. Il faut aussi une forte communication. Il faut amplifier cela, mais je pense que lorsqu'on parle de conflits armés dans notre pays, on a l'impression que c'est des conflits armés presque oubliés. Pourtant, dans ce pays, il y a eu des millions de morts. Il faut aller voir les drames humanitaires tout au long de la ville de Goma. C'est des millions de déplacés, des populations qui errent dans des camps des déplacés. Et tout cela demande une réponse internationale, de la même manière que c'est fait pour les dossiers, par exemple, les conflits israélo-palestiniens, de la même manière que c'est fait en Ukraine. Il faut cette réaction internationale très accrue, une pression internationale sur le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda, non? Est-ce que vous ne voyez pas que derrière le Rwanda, il y a cet iceberg qui se cache? Et que si on n'arrive pas beaucoup plus à discerner l'ennemi, parce que pour le moment, on ne parle que du Rwanda, alors que derrière le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la communauté internationale. Mais il faut citer des véritables ennemis. C'est peut-être ça qui fait que la communauté internationale est un peu hésitante. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Le véritable ennemi direct, la République démocratique du Congo, est bel et bien connu. C'est le régime rwandais. Oui, effectivement. Et il faut faire la part des choses, bien sûr, quand on parle du Rwanda et du régime rwandais. On ne parle pas de la population rwandaise d'une manière générale, on parle du régime rwandais. Vous avez parlé de l'Ouganda. L'Ouganda en est aussi pour quelque chose. Et donc, je pense pour beaucoup, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ce que j'étais en train de dire. On souffre de l'hypocrisie de la communauté internationale, des tireurs des ficelles. De cette communauté internationale. Mais bien sûr. Tantôt, elle est avec la RDC, avec le Rwanda. Et puis, il faudrait que cette communauté internationale soit vraiment d'une manière manifeste avec la République démocratique du Congo, pas seulement pour la figuration, pas seulement pour une présence cosmétique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi du sérieux? Parce que cette communauté internationale a besoin de voir certains partenaires sérieux pour qu'elle continue certainement aussi à aider. Mais dès lors qu'elle trouve qu'il y a un peu pas du tout du sérieux, ça risque un peu de scléroser cette communauté internationale. Quand vous parlez des sérieux, la République démocratique du Congo a fait quand même des avancées en matière de démocratie dans la sous-région, significatives.
on ne peut pas parler des moins sérieux lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo en termes de démocratie. On peut par exemple citer des pays comme le Rwanda qui sont des autocraties, des régimes dictatoriaux, lorsqu'on parle du moins sérieux. Donc aujourd'hui, le Congo est vraiment un interlocuteur valable pour la communauté internationale, surtout en termes de démocratie, parce qu'il faut qu'on insiste sur cet aspect des choses. Moi, je ne pense pas qu'on est en face d'une République démocratique du Congo ou d'un gouvernement congolais moins sérieux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut plutôt continuer, et c'est là même l'essence de ma présence ici, de continuer à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation nationale autour de cette question. Qu'on sente que, oui, on les sent déjà, mais il faut continuer cela, que les Congolais sont unanimes autour de cette question. Ils le sont. C'est une très bonne chose. Et aussi, il faut, d'autre part, que l'on puisse connaître dans la stratégie, parce que d'une part, il y a la stratégie militaire et d'autre part, la diplomatique et d'autre part aussi la politique, on dirait aussi la médiatique. Il faudrait que l'on puisse, bien sûr, tirer le fruit de ces efforts. C'est ce qu'on attend et on ne doute pas de la sincérité et de l'implication du chef de l'État pour trouver des mécanismes tendant à amener la quiétude dans la province du Nord Kivu d'une manière particulière et dans la partie est de la République d'une manière générale. Vous savez, Jean-David, j'ai compris que les développements de ce pays, de notre pays, la République démocratique du Congo, partira de la stabilité de la partie est de cette République. Tant que la partie est de la République sera instable et déstabilisée, nous risquons de faire sur place. Et donc, il faut bien sûr que cette question soit prise à bras le corps, et c'est pour cela que nous saluons l'avènement du nouveau gouvernement. Et nous, comme la province du Nord Kivu, attendons bien sûr de ce gouvernement qui s'épanche sur les questions liées à la sécurité dans la province du Nord Kivu. Heureusement aussi, il faut les saluer, qu'un digne fils de cette partie de la République démocratique du Congo a été élevé au rang de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et autres portefeuilles. Oui, c'est une occasion pour nous de prendre à bras le corps encore plus. Je ne suis pas en train de dire que son prédécesseur ne le faisait pas, mais c'est une occasion pour nous de vraiment prendre encore plus, très au sérieux, cette question. Et la province du Nord Kivu attend vraiment beaucoup, surtout sur le plan sécuritaire, de l'actuel gouvernement qui a été mis sur pied. Mais je voudrais souligner une chose très importante, c'est par rapport à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo constituent les derniers remparts, notre dernier rempart, nous comme Congolais. Et la collaboration civilo-militaire est parmi les clés de la réussite dans cette guerre. Et l'appel que je lance à nos populations, c'est de continuer vraiment à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'elles puissent assurer leur mission, qui est la mission de protéger l'intégrité du territoire national et, bien sûr, de la sécurisation des personnes. Depuis que Thierry Moami est là, oui, qu'est-ce qu'il y a de positif? Depuis que Thierry Moami est là, et d'ailleurs, avant lui, il y avait le lieutenant-général Constant Ndima, et depuis qu'il est là, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être consentis. Oui, mais beaucoup d'efforts, le problème, ce sont les résultats. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour éradiquer l'insécurité, mais les résultats ne sont pas reluisants. Bon, les résultats ne sont pas reluisants. C'est bien facile de les dire. Vous savez, on connaît très bien quand on commence
une guerre, on ne sait pas quand elle prend fin. Mais s'il faut parler des efforts menés au niveau de la province, oui, il est gouverneur de province et comme vous le savez, les opérations militaires, bien sûr, ne relèvent pas, hein, officiellement, ne relèvent pas, bien sûr, de sa compétence. Il n'est pas commandant des opérations, mais ceci ne justifie pas. C'est la question que vous êtes en train de poser. Non, il continue à fournir beaucoup d'efforts. Nous pouvons prendre, par exemple, le volet du développement, parce que l'état des sièges, ce n'est pas que seulement la guerre, c'est aussi les développements. Mais ça veut dire qu'il n'a pas le commandement, il n'a pas tout le commandement des opérations sur terrain. On l'a juste réduit, on a restreint sa compétence et il n'arrive pas à bien mettre en place sa politique. Non, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à mettre en place sa politique. Sa politique est bel et bien mise en place. Je vais m'apaisantir un peu, si vous le permettez, oui, allez-y, par rapport aux questions de développement. Et il suffit de venir à Goma pour voir comment la ville, malgré la situation de la guerre, à cause de la politique impulsée par Chirimwami, le général Chirimwami, la politique des productions-gestion, il faut voir comment la ville se transforme en termes d'infrastructures routières. Vous arrivez trop dans la région, vous en êtes témoin, et ce, en dépit de la situation sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, et même l'encadrement de jeunes résistants, le Wazalendo, qui aujourd'hui bénéficient de plusieurs formations en termes de droit international humanitaire, parce qu'ils doivent être au diapason par rapport à toutes ces questions en temps des conflits armés. C'est-à-dire que oui, il y a des efforts qui sont en train d'être menés par le gouverneur Peter Chirimwami, et il faut les saluer à juste titre. Maintenant, pour arriver à une situation des solutions totales, il faut une implication tous azimuts de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs. Et je ne doute pas un seul instant des efforts qui sont en train d'être menés au niveau du chef de l'État, qui, bien sûr, reste très préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Et les attentes de la population sont celles de voir qu'il y ait une quiétude, que nos populations qui croupissent dans les camps des déplacés rentrent dans leurs zones respectives. Les Nord-Kivusiens ne sont pas habitués à la main tendue, ce sont des agriculteurs, et les soucis ici, c'est de voir toutes ces populations rentrer dans les zones respectives, et cela passe par des opérations costauds contre un groupe armé qui, bien sûr, est caractérisé par un vandalisme et même l'incivisme à outrance, et un groupe armé qui doit être éradiqué par nos forces armées de la République, bien sûr, aux côtés desquels il y a des jeunes gens qui se sont dit qu'ils sont prêts à défendre leur patrie, qu'on appelle les Wazalendo. Merci beaucoup, Monsieur Serge Farini. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du gouverneur Pierre Chirimwami. Merci. Peter, hein, Peter Chirimwami. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Il sera 20h à Goma, 19h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche vespérale, cette grande édition, voilà, qui sera animée par Grâce Alambo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.